Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Nous voilà avec Patrick qui nous parle du bras droit. En effet, c'est une question qui est récurrente et qu'on évoque souvent avec nos clients. Est-ce que vous avez besoin d'un bras droit? Et je vais tenter de répondre par l'affirmative. Je vais tenter de dire, vous avez besoin d'un bras droit. Non, c'est un sujet de management, bien sûr, et dans cette chronique, ce que nous verrons, c'est que, eh bien, à quoi ça sert de se rajouter un troisième bras? Parce que la plupart d'entre nous, la plupart des entrepreneurs ont deux bras, et un troisième, pourquoi faire? Alors, eh bien, on peut dire que l'entrepreneur, d'abord, est le goulet de son organisation. On va essayer de définir ce que c'est que ce goulet, pourquoi c'est important. On va voir que l'entrepreneur doit faire des gains de productivité et doit faire des gains de productivité en permanence. On va voir que, il va falloir déléguer et que déléguer, ça n'est pas si simple. Et puis, on verra que cette solution, parmi d'autres, peut être intéressante et à réfléchir, le bras droit. Et on verra quelle évolution on peut proposer à cette personne qui nous rejoindrait à ce poste-là, à moyen terme. Alors, voici la photo de Eli Goldratt. Eli Goldratt, vous le connaissez probablement, c'est lui qui a écrit Le But. Alors, ce qui est drôle, il n'a pas écrit que Le But, il a écrit également ce livre qui s'appelle Critical Chain, la chaîne critique en français. Ce qui est très très drôle, c'est que dans la version américaine, il y a 6 millions de livres vendus du But. Dans la version française de l'AFNOR, il n'y en a que 3 millions. Alors je ne sais pas si l'AFNOR a un problème avec les 6 millions de livres vendus par Eli Goldratt, ou si seulement 3 millions pour le But, on ne sait pas. Mais bref, ces deux livres parlent de ce qu'est le goulet d'étranglement. Goldratt, c'est un physicien de la physique des fluides. Il a compris euh, depuis ses études que on ne peut pas excéder le débit d'un système que par son point le plus faible. Hein, typiquement, vous renversez une bouteille d'eau, et bien vous voyez bien que ça ne peut pas se vider plus vite que par le goulot. Alors le goulet d'étranglement, eh bien c'est l'endroit qui limite le débit de tout un système. Et donc, c'est un petit peu comme ce sablier. Voilà. Alors on pourrait le retourner, hein, et on pourrait dire là, c'est vos collaborateurs qui vous attendent, vous, entrepreneurs. Et puis, ben, vous êtes le petit goulet là, par lequel passent toutes les décisions, ou passe une grande partie du travail. Et puis, on imagine bien que ça s'écoule lentement, hein. C'est le concept même du sablier que de mesurer le temps, et donc de s'écouler pendant 1 heure, 2 heures, etc. Donc, l'entrepreneur est le goulet de son organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos collaborateurs, parfois, attendent que vous validiez les propositions commerciales. Est-ce que vos collaborateurs attendent, est-ce que votre expert comptable attend que vous ayez bouclé votre note de frais, envoyé votre note de frais pour boucler le bilan? Et est-ce que vous n'avez pas validé les derniers recrutements et que du coup, ben, on est là en train de faire patienter les candidats qui peut-être ont d'autres opportunités et finalement n'arriveront pas chez vous? Et puis en général, si quelqu'un attend votre feu vert depuis trop longtemps, ça peut être 1 heure, ça peut être 24 heures, ça peut être une semaine, mais si vous auriez dû donner votre feu vert et que vous ne l'avez pas fait et que la personne vous attend, c'est que vous êtes le goulet de votre organisation. Et ça, c'est grave, puisque vous empêchez l'ensemble de l'organisation d'avancer et donc vous ralentissez votre entreprise. Donc, la solution, bien sûr, c'est de faire des gains de productivité. Et par rapport à ça, il y a une invention américaine qui est extraordinaire. C'est une idée. Vous demandez aux États-Unis à quelqu'un quel est son taux horaire, et puis spontanément, il le sait. Qu'il soit plombier, qu'il soit chauffeur de taxi, qu'il soit avocat fiscaliste, il va vous donner son taux horaire. Qu'est-ce que c'est son taux horaire? C'est le montant qu'il facture à l'heure, rapporté à 1 heure. Si je gagne 500 000 dollars par an, eh bien, on pourrait dire, on ferait par exemple en Europe, mon package est de 500 000 dollars. Non, non. L'Américain va vous dire, je suis à tant de l'heure. Et en quoi est-ce que c'est intéressant pour faire des gains de productivité? Eh bien, ça aide beaucoup la société américaine
à choisir de confier à l'extérieur tout ce qui est inférieur à mon taux horaire. Si je peux confier à quelqu'un qui est à 40 € de l'heure, ce que je fais moi et que je me trouve par exemple à 200 ou 300 ou 500 € de l'heure, eh bien, ça libère du temps pour que je fasse moi des choses plus importantes. Et donc cette innovation intellectuelle américaine, qui est une innovation du XXe siècle, elle a permis de faire la productivité. Elle a permis de concevoir ce qu'est la notion même de productivité. Deuxième chose, vous pouvez confier à quelqu'un d'autre ce qui vous consomme de l'énergie. Un autre angle, une autre façon de voir les choses. Première solution, je confie à quelqu'un d'autre tout ce qui peut être fait par quelqu'un qui coûte moins cher que moi. Mais je peux aussi confier tout ce qui me consomme de l'énergie. Mais aussi, je peux décider de confier ce que je n'aime pas faire. Je vous rappelle, en tant qu'entrepreneur, c'est vous qui designez l'organisation. On le dit souvent et c'est un peu provoque, mais quand on est entrepreneur, l'organisation est à votre service. Vous êtes le moteur qui permet d'apporter la vision, de définir les missions, de choisir les valeurs parmi lesquelles on va opérer. Mais finalement, l'entreprise, c'est vous qui l'avez conçue et elle doit travailler pour vous. Et donc, ce que vous n'aimez pas faire, vous avez parfaitement le droit. Il n'y a pas de raison morale qui vous empêcherait de déléguer ce que vous n'aimez pas. Alors, déléguer, bien sûr, c'est un grand mot, c'est un concept. Ça pourrait faire une série de 5 chroniques à soi tout seul. Je vous ai mis quelques idées clés pour vous rappeler ce que je pense être une bonne pratique. Encore une fois, on ne fait que gratter la surface. Déléguer, on peut le définir comme l'art de confier une tâche à un collaborateur. Hein. Et donc, pourquoi choisir le mot art plutôt que le mot science ou le mot méthode? Eh bien, parce que on est clairement dans quelque chose qui n'est pas absolument facile à faire et dans lequel il n'y a pas une recette qui marche à tous les coups. Déléguer, ça consomme de l'énergie. Parfois, plus que faire la tâche soi-même, et c'est pour ça que parfois l'entrepreneur dit non, mais ça me prend que 5 minutes. Oui, mais en fait, c'est pas ça, qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a, transmis la tâche à quelqu'un d'autre, ça finit par coûter moins que de le faire soi-même. Parce qu'on n'y pense plus, parce que c'est fait par quelqu'un d'autre, d'accord? Et que ça disparaît de votre liste de votre to do list. C'est aussi une opportunité de faire grandir les personnes, hein. Il est évident que plus vous enrichissez la tâche de vos collaborateurs, bah, plus vous pourrez leur demander des choses complexes, bah, plus ils auront un job intéressant. Alors déléguer, ce n'est pas fire and forget, hein, comme pour les missiles, hein, je tire et j'oublie. Ça n'est pas non plus command and control, hein, qui est la vieille façon militaire qui est traduite par cette phrase horrible: «La confiance n'exclut pas le contrôle». D'accord? Donc ça n'est pas command and control, mais plutôt ce que nous recommandons, qui est trust and track, qui est un bon sujet pour une prochaine chronique, qui est une méthode de délégation que vous pouvez trouver dans notamment le livre de Nick Sario, A Piece of the Pie. Je vous ai mis une petite chronique de Simon Sa une petite, chronique, une petite citation de Simon Sinek. «Le chef doit cesser d'être responsable du travail pour devenir responsable des personnes qui sont responsables du travail». C'est une autre façon de voir les choses. Faites faire au lieu de faire vous-même. Mais cependant, à chaque tâche confiée, son délégataire, hein, et je voudrais rappeler ici l'importance des assistantes. C'est très à la mode depuis, quelques années, de ne plus avoir d'assistantes dans les organisations parce que, ben, évidemment, on peut prendre son billet, de train ou d'avion tout seul, finalement, on peut planifier une réunion, avec des outils modernes, finalement sur son PC, voire son téléphone. Eh bien, moi, je pense que, quand on fait ça, on ne voit pas qu'on consomme, finalement de la capacité d'attention sur des tâches qui seront aussi bien exécutées, voire mieux, par quelqu'un d'autre et qu'on peut garder sa capacité d'attention, hein, je vous rappelle 7 minutes par heure de fonctionnement optimal du cerveau, pour des choses que seul vous pouvez faire. Autrement dit, si quelqu'un d'autre peut le faire, quelqu'un d'autre doit le faire.
Et les assistantes, c'est mon opinion, peuvent revenir dans les organisations, elles ont un rôle incroyablement important. Il y a le fameux stagiaire. Alors je vous rappelle que quelqu'un qu'on prend en stage, c'est pour lui apprendre des choses, alors que, ben, je trouve que souvent le stagiaire, il est là pour, servir un petit peu d'égout. Vous voyez, tout ce qu'on peut, donner et lui mettre sur les épaules parce que finalement on veut pas s'en occuper soi-même. Mais on peut aussi comprendre que, intelligemment, préparé, transmis, en expliquant, le pourquoi, le comment, on permet à un stagiaire de gagner en compétences en faisant des tâches qui sont de son niveau pour l'instant, et puis de temps en temps lui donner une tâche un peu plus complexe. Il y a des ressources externes, bien sûr, hein, heu, récemment j'avais un tableau Excel un peu compliqué à faire. Je l'ai confié, sur Malte, à quelqu'un qui était, dans une grande entreprise, de finance, dont je tairai le nom, par pudeur, et qui m'a fait ça en 2 heures et c'était super. Et ben, vous savez quoi? Ça valait largement, les 200 € que ça m'a coûté. Et puis, on bute sur un problème, c'est qu'une fois qu'on a fini de confier ces tâches, finalement aux gens qu'on avait autour de nous, il reste des tâches à forte composante cognitive. Une façon élégante de dire qu'il faut avoir un cerveau en bon état de fonctionnement pour appréhender la tâche, pour la décortiquer, pour pouvoir, avant de l'exécuter, la concevoir. Mais qui ont une valeur moyenne, c'est-à-dire, moins importante que d'autres choses que vous pourriez faire pendant la même journée. Et c'est là, je trouve que, le bras supplémentaire, le bras droit devient une solution possible. Hem Alors un petit profil que je vous mets là, il y en a d'autres, mais c'est celui auquel je suis arrivé en discutant avec mes différents clients qui ont, avancé dans cette direction. C'est quelqu'un de jeune, autour de 25-27 ans, qui a une bonne capacité de raisonnement, qui est curieux, qui ne compte pas ses heures, puisqu'il va être avec vous tout le temps, 2 pas, 2 pas derrière et partout où vous allez, il va aller avec vous. Il est souvent issu de très bonnes formations. À ma grande surprise, on a recruté chez certains de mes clients des centraliens, des polytechniciens, des ESSEC, qui étaient, justement à la recherche de quelque chose de différent que ce qu'on propose, aux élèves sortant de ces grandes écoles comme premier job. Ce sont des gens qui veulent apprendre et gagner du temps dans leur carrière. Parce qu'évidemment, être à côté d'un entrepreneur au quotidien pendant une certaine période de temps, bah, c'est un fabuleux accélérateur. Hein, vous n'apprendrez pas ça, en allant, faire des tableurs Excel chez Total. Hein, je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a les 2 tiers des polytechniciens recrutés par Total qui démissionnent avant la fin de la première année. Et ben, c'est parce que, ben, la première année, tu es bon en maths toi? Tiens, regarde, on a un tableau Excel un peu compliqué à faire, tu veux bien t'en occuper? Ben non, je suis pas là pour ça. Hein. J'ai pas fait une des meilleures écoles du monde pour aller faire des tableurs Excel, même si c'est compliqué. Donc ce profil que j'évoque, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a fait, de bonnes études, c'est quelqu'un qui a une bonne capacité de raisonnement, c'est quelqu'un qui a une bonne capacité de travail et vous allez lui donner l'opportunité d'apprendre quelque chose au plus près, finalement, de quelque chose qui est unique, ce rôle de l'entrepreneur. Quelle évolution à moyen terme? Ben, moi, je propose, en général, que cette personne passe 3 ans à vos côtés. Encore une fois, c'est la grosse maille, on peut rentrer un peu dans le détail, dans une autre occasion ou en dialoguant. 3 ans à vos côtés au poste, de bras droit, hem, puis responsable d'une business unit. C'est-à-dire que là, après, on l'envoie mettre les mains dans le cambouis, mais quelqu'un qui a quand même compréhension de la stratégie générale de l'entreprise, et qui sait rattacher le métier opérationnel à la stratégie. Et puis, quelques années plus tard, un poste fonctionnel, hein. Et je il y a des organisations comme ça qui sont très, 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 claires dans la façon de recruter, leurs patrons. Hem, c'est des gens qui ont fait un peu de fonctionnel, un peu d'opérationnel, un peu de fonctionnel, un peu d'opérationnel, un poste à l'étranger, un poste en France et cetera et cetera. L'idée étant, c'est que quand vous arrivez dans les postes à responsabilité, vous avez la compréhension de ce que vivent les gens de l'entreprise.
bien entendu, un passage en prod s'impose. On ne devient pas chef sans savoir ce qui se passe dans l'atelier ou dans le bureau le plus éloigné du vôtre. En conclusion, votre capacité à déléguer mesure la capacité totale de production de votre entreprise. Comme vous êtes le goulet, que rien ne peut se faire de plus que ce que peut faire le goulet, votre organisation tout entière, elle attend de vous que vous ne soyez pas bloquant dans les décisions, que vous ne soyez pas bloquant dans les process. Le bras droit est une bonne solution, il y en a d'autres. On pourra y revenir dans l'art du management. Et puis, c'est un peu la surprise. Des jeunes diplômés de très bon niveau sont intéressés par ce type de rôle, ne vous en privez pas. C'est un bonheur de travailler avec des gens qui raisonnent, qui pensent juste, qui ont de la culture, qui savent travailler efficacement. Alors, c'est pas la panacée, mais c'est très surprenant. Et je pense que ça peut vous aider à faire des gains de productivité immenses. Merci pour votre attention. Merci Patrick. Alors, on est sur un sujet qui est euh, en- au confluent de deux problèmes. On est dans le problème du management en tant que système et on est dans le problème de l'entrepreneur qui doit avancer. Le management en tant que système, c'est comment faire pour que ça fonctionne grâce à des gens ordinaires, comment faire une boîte extraordinaire avec des gens ordinaires. Et l'entrepreneur qui va utiliser ses atouts, bah, il a du charisme, il a de l'imagination, il a un boulot, il est capable d'offrir un boulot différent à des petits jeunes. Donc, comment, comment maximiser ça, comment l'utiliser au mieux sans euh, porter préjudice à son avenir, c'est-à-dire sans construire une entreprise qui est dépendante de lui et qui est dépendante de ses capacités, ses qualités. Donc en deux mots, comment faire en sorte que ce soit n'importe qui à ce poste de bras droit qui puisse faire le travail et non pas des gens super qu'on réussit à avoir parce qu'on est encore petit, jeune, intéressant, Robin des Bois et tout ce qu'on veut, qu'on n'arrivera pas à retrouver dans 5 ans quand on sera une boîte beaucoup plus quelconque, avec une croissance peut-être plus quelconque. Et donc tout d'un coup, ce qui était un système n'est plus un système. Donc voilà, nous avons eu des longues discussions, Patrick et moi, sur ce sujet. Elles ne sont pas terminées, manifestement, mais je pense que c'est un bon point de départ pour cette réflexion. En effet, un système de management bien conçu et bien exécuté vous emmènera beaucoup plus loin que juste un bras droit. Et donc, il y a matière à bien discerner que euh, c'est une étape peut-être qui peut vous faire gagner du temps maintenant, mais ça ne remplacera pas une vraie. euh, Tu as raison là-dessus à 200%. Ça ne remplacera pas une vraie euh, formation au management ou une vraie système de management dans l'entreprise. J'avais une question pour toi, Patrick. Euh, une fois que tu as confié une BU à un de ces jeunes talents, est-ce que tu ne prends pas un risque de lui confier un rôle, une direction fonctionnelle dans l'entreprise Alors, le après, quand il passage, a fait hein, longtemps? c'est Ouais, euh, tu es à côté de moi pendant 3 ans, tu sais à quoi je travaille. Tu deviens patron de cette BU, là maintenant tu mets les mains dans le cambouis, ouais. tu dois sortir du produit, trouver des clients, produire, enfin peu importe la Tout BU faire, d'ailleurs. ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on fait une fois que quelqu'un est patron de BU depuis 3 4 ans? Qu'est-ce qu'on lui donne comme horizon? Ah bah tu sais, dans 20 ans, on te remplacera par un plus jeune. Bah non, ça marche pas. Donc, au moment où le gars est au sommet de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire une année pour comprendre ce qu'il faut faire, une année pour mettre en place le plan d'action et une année pour commencer à voir les résultats et corriger les tirs,
il y a des organisations qui, à ce moment-là, proposent à la personne d'évoluer vers autre chose. Et imagine que tu deviennes, je sais pas moi, responsable de la qualité des process après avoir été patron d'une BU. Ben, quand tu vas voir un patron de BU pour lui parler de qualité de process, ben, quelque part, tu sais ce qu'il a vécu. Tu n'es pas dans la théorie. Il y a une entreprise qu'on aime beaucoup, Jean-Christophe et moi, qui est une entreprise américaine de software, qui, tous les 3 ans, demande à chacun de ses collaborateurs quel est le job qu'il voudrait faire. Et on a le droit de bider sur n'importe quel job. Et donc, en fait, il y a des gars qui bident, je voudrais être le prochain directeur financier. Ah, ok. Bon, ben, on va te former en binôme pendant 1 an, puis tu vas faire 3 ans de direction financière. Et puis après, quelqu'un d'autre, et vers quoi veux-tu, etc. Et ils ont organisé une fabuleuse complémentarité, capillarité. Les gens se parlent et se comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans différents jobs à différents endroits, mais toujours dans un esprit de ben, on est là pour réussir ensemble. Il n'y en a pas un, il n'y a pas de politique, etc. Donc Mm. euh, C'est intéressant. voilà pourquoi j'imagine qu'on peut faire ça, et particulièrement avec les gens de grand talent, parce que sinon, bah, vous savez quoi, il va partir ailleurs. Pour une mauvaise raison d'ailleurs. J'ai une amie récemment qui vient d'être recrutée comme directrice générale d'un grand groupe français, parce qu'elle avait été une extraordinaire directrice de la stratégie d'un autre grand groupe français. Très bien. Bah, à partir de maintenant, je suis sûr qu'on va lui proposer que des postes de DG. C'est idiot. C'est idiot. Pourquoi on s'enfermerait dans une typologie? Ah ben parce que je sais faire ça très bien. Ok, peut-être, il y a plein d'autres gens qui savent faire ça très bien. Hein. Et donc une carrière bien remplie, les groupes qui sont là depuis longtemps le savent. euh, on peut être patron d'usine Michelin à Issoire, puis directeur financier aux États-Unis, puis revenir patron, on parle de Carlos Ghosn, donc je crois patron des nouveaux modèles, ou patron de la performance industrielle, et puis directeur général. Et en fait, évidemment, à chaque fois qu'on a cette fonction, on a l'occasion d'apprendre quelque chose, on a l'occasion aussi de tisser des liens avec d'autres personnes dans l'organisation. Dans une entreprise comme Renault, où on licencie personne, à partir du moment où on est rentré chez Renault, c'est à peu près comme une entreprise d'État. On ne va pas te mettre au placard, mais on ne te licenciera pas si tu n'es pas performant. En tout cas, c'était le cas il y a quelques années. Euh, C'était très important de tisser un tissu de relations comme ça, multifonctionnel et multi-pays. À l'échelle d'une entreprise entrepreneuriale, connaître tous les jobs, puisque c'est une chaîne et que ça ne marche qu'aussi bien que le maillon le plus faible de la chaîne. Donc, allez jeter un coup d'œil dans votre entrepôt logistique, c'est un conseil. Vous ignorez totalement ce qui s'y passe, et pourtant tous vos produits passent par là. Et c'est pas les KPIs qui vont vous donner la data, enfin qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe dans l'entrepôt. Par exemple, il y aurait 50 autres exemples. Mm. Il a commencé chez Michelin, Carlos Ghosn. Oui, à l'usine d'Issoire. Et il a fait Michelin US, je crois. Directeur financier Michelin US. Et après, il est passé chez. Et Renault. Mais patron d'usine à directeur financier, c'est pas évident. C'est pas logique. Vous avez Ouais. un autre exemple célèbre, Sodexo, où l'ancien directeur général était patron des US, mais avant ça, directeur financier monde. Bon, bah, tu vas aller redresser les US qui vont mal. Ah bon, d'accord. Il était responsable des opérations Michelin en Amérique du Nord, sur l'absorption de Royal Godrich. Eh ouais. Je peux vous dire que là, il y a des gens qui n'ont pas dormi. Vous avez vu la petite photo d'Elon Musk dans son, Usine. dans son usine pendant le problème de production de la Model 3, où il avait mis son petit lit de camp dans son bureau.